Maxime Liédo. Et dans ces premiers faits du jour, on va s'intéresser à un rapport annuel sur la situation terroriste en Europe, signé l'agence Europol, qui est, vous le savez, l'agence européenne de coopération policière. Et on avait envie de démêler ce rapport et d'essayer de le comprendre pour s'intéresser à la vérité de la situation terroriste sur notre sol, sur le sol européen. Bonjour Driss Youssef. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité. Alors, c'est vrai que ce rapport, c'est pas, on va dire non plus la chose dont on va le plus entendre parler dans les prochaines heures, mais il est quand même important qu'on s'y arrête parce que ça fait une sorte d'évaluation de la menace terroriste en Europe. Concrètement, les enseignements de ce rapport, c'est quoi ? Les enseignements de ce rapport, c'est le prolongement de ce qu'on connaît maintenant ou de ce qu'on vit plutôt maintenant depuis quelques mois, quelques années, c'est-à-dire avec une organisation ou des organisations terroristes islamistes qui ont du mal à projeter des commandos depuis des théâtres d'opérations terroristes extérieurs et qui ont plutôt recours à une diffusion massive de propagande de sorte à inspirer des attentats sur le territoire national et plus globalement sur le territoire européen. Et ce qui est intéressant aussi, Driss Youssef, c'est que il faut peut-être rappeler, vous allez me dire, c'est sans doute aussi le but de ce rapport, c'est que le djihadisme reste encore une menace excessivement élevée partout en Europe. Alors, elle reste évidemment la menace la plus importante aux côtés de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche, mais la menace djihadiste est de loin, évidemment, la menace la plus importante avec, d'une part, un rajeunissement des profils et d'autre part effectivement cette diffusion qui endoctrine et qui met un peu plus en difficulté quelquefois les services de renseignement qui ont du mal, c'est vrai, à identifier des individus peu ou pas connus des services de renseignement et qui rend leurs interpellations un peu plus compliquées. Et vous l'avez dit, il y a aussi, il se penche sur le rajeunissement de la menace avec cette phrase quand même que j'ai relevée dans le rapport. Europol constate une hausse de l'implication des jeunes et près d'un tiers des suspects arrêtés ont moins de 21 ans. Ah oui, ont moins de 21 ans, on a même le plus jeune à 12 ans, et ça, évidemment, ça pose une difficulté parce que dans ces profils, quand on parle de rajeunissement, on dit que ce sont des profils qui sont mus par une société, ou en tout cas par par la mise en perspective d'une société ultra-violente, et donc cette ultra-violence pour eux, elle a forcément un débouché. Ça peut être djihadiste, ça peut être ultra-droite, ça peut être ultra-gauche, mais aujourd'hui le djihadisme est la voie la plus importante, la voie la plus empruntée par ce rajeunissement. Je pense à tous ceux qui nous écoutent actuellement, Driss Youssef, on vient, et vous venez de dire, le plus jeune avait 12 ans. Comment à 12 ans on peut être radicalisé ? Et alors, en fait, c'est une radicalisation très rapide. On se souvient maintenant, il y a 10 ans, l'attentat du 14 juillet à Nice. Oui. Mohamed Laouache Boulal n'était pas connu des services de renseignement, avec une radicalisation, on va dire, express, un type qui ne fréquentait aucune mosquée, et donc ça, c'était compliqué pour les services de renseignement d'appréhender un individu comme ça. Donc on voit bien que ce mouvement, il est extrêmement compliqué. On a des jeunes qui sont d'abord très violents, c'était le cas de Laouache Boulal, c'est un individu violent, et qui va, dans cette radicalisation, donner un sens ou un statut à sa vie. Mais il y a là, quand vous dites, c'est vrai, 12 ans, on se dit que c'est quoi ? C'est uniquement donc par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des téléphones, de tout ce qu'on peut avoir à portée de main dès qu'on a un écran, c'est ça ? Oui, mais c'est aussi les jeux vidéo. Vous avez des forums dans des jeux vidéo qui sont des forums extrêmement violents. Il y a, au mois d'avril dernier, la DGSI a appréhendé deux mineurs à Lille qui s'apprêtaient à confectionner une bombe pour la faire sauter dans un centre commercial dans le Nord. Donc on voit bien qu'effectivement, dans une partie de la jeunesse, il y a déjà un terreau fertile qui est celui de l'ultraviolence. Et c'est cette ultraviolence qui dérive. Il y a les réseaux sociaux, on vient d'en parler. Le rapport d'Europol, Driss Youssef, évoque aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'en parler pour le changement du travail, le changement de la société, le changement de nos habitudes de vie, mais l'intelligence artificielle également vient rentrer dans l'activité du terrorisme. Pour eux aussi, c'est un accélérateur.
Ah ben c'est un accélérateur au même type de la même manière que aujourd'hui les imprimantes 3D vont permettre effectivement à des individus qui ont du mal aujourd'hui à avoir accès à des filières d'armement de pouvoir confectionner leur propre armement. On évoque aussi la problématique des drones. Ça aussi, ça pose une difficulté dans la mesure où les drones sont de plus en plus utilisés, notamment au Sahel par des organisations djihadistes. Donc tout ça met un défi supplémentaire sur les épaules de la puissance publique, à la fois avec des individus qui sont emprisonnés, qui vont sortir, d'autres qui sont dans des états d'opération terroriste extérieure qui vont revenir sur le territoire national, en plus de ceux qui sont déjà radicalisés dans la nature, pose un vrai défi pour la puissance publique, en effet. Donc c'est-à-dire que quand on lit ce rapport, quand on vous entend aussi ce matin, on doit se préparer vraiment à un djihad version Wish, à un djihad version Chine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut confectionner la moindre arme, vous venez de le dire, avec une imprimante 3D, on peut se radicaliser avec son téléphone, on est de plus en plus jeune, ça va devenir quoi, hein? Le djihadisme, ça va presque devenir une activité facile, quotidienne, à laquelle on peut se former, si je puis dire, en quelques jours, à peine quelques heures. Alors, vous pouvez prendre le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est vrai qu'effectivement, si vous le prenez à moitié plein, c'est que vous allez avoir toute une partie qui va basculer très facilement dans le djihadisme parce qu'ils sont mus par effectivement des contenus ultra violents. Et c'est surtout, vous expliquez, sauf si j'ai mal compris, Idriss Saïd Youssef, c'est surtout qu'ils sont absolument partout. C'est-à-dire que si maintenant, uniquement sur des forums de jeux vidéo, on est condamné, ou on peut rentrer, on peut avoir des biais pour côtoyer ce type de personnalité d'endoctrinement, c'est un peu affolant. Alors oui, c'est pour ça que je disais, vous avez effectivement ceux qui vont verser dans le djihadisme, l'ultra-droite, l'ultra-gauche, et puis ceux qui vont verser dans le grand banditisme, parce qu'on voit bien, effectivement, on a de plus en plus de jeunes, y compris des mineurs qui sont ultra-violents, qui tiennent des points de deal et qui sont ultra-violents. Et donc l'autre aspect, c'est que la puissance publique interpelle de plus en plus d'individus et arrive à déjouer de plus en plus d'attentats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus, on va dire, il n'y a pas plus de morts. Quand on regarde effectivement le nombre d'interpellations en France, le nombre d'interpellations, il est lui en hausse, notamment sur des arrestations en lien avec des attentats djihadistes. Donc le taux de condamnation est lui aussi le plus important sur le djihadisme. Donc on voit bien que la puissance publique, le parquet national antiterroriste et les services de renseignement sont, c'est vrai, mieux préparés, alors que effectivement c'est ce qu'on appelle un djihadisme un peu quelquefois low cost, pas des loups solitaires, mais un peu low cost. Donc à la fois, c'est vrai que ce sont quelquefois, pardonnez cette expression, mais je dis pas des novices, mais ce sont des gens qui ne s'entourent pas forcément d'un luxe de précaution pour préparer et commettre leur attentat, et c'est ce qui permet à la puissance publique de les appréhender. Mais en tout état de cause, le nombre d'interpellations, lui, il est en augmentation, ce qui donne évidemment un caractère un peu inquiétant à la situation. Est-ce que là aussi, ce n'est pas comme une forme d'illusion? Je me rappelle de certaines conversations avec de grands professionnels de ces questions-là. Vous en faites partie, Idriss Saïd Youssef, mais je me souviens par exemple de Marc Trévidy qui explique attention aux fameuses périodes creuses, parce que les périodes creuses n'existent jamais. Est-ce que là, on n'est pas en train d'assister au développement d'une nouvelle forme de terrorisme avec, certes, comme vous l'avez dit, quelque chose de beaucoup plus low cost, quelque chose de beaucoup plus solitaire, mais on sait, à la lecture de ce rapport d'Europol, qui est l'objet de notre discussion, qu'à l'intérieur, on apprend que de plus en plus, ce sont des outils comme les collectes en ligne ou les crypto-monnaies, par exemple, qui sont utilisés pour le financer. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas toute une nouvelle forme là de terrorisme qui est en train de se construire tout simplement sous le nez des autorités, sans que celles-ci puissent vraiment le réaliser? Oui, mais puis ça pose évidemment aussi la question, mais vous avez complètement raison, de la question même du terrorisme. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le terrorisme d'État. C'est quoi? C'est par exemple les gardiens de la révolution qui vont passer par des proxys en Iran, qui vont passer par des proxys et tenter de commettre des attentats en Europe. C'est le cas en France, c'est le cas en Autriche, c'est le cas en Belgique, c'est le cas dans d'autres pays. Donc on voit bien que le terrorisme, la définition même, de l'acte un peu terroriste, qui est effectivement cette intimidation de nature à déstabiliser la puissance publique et déstabiliser les intérêts fondamentaux de la nation, elle vient trouver une place particulière dans le sens où ce sont des individus qui quelquefois sont sans projet, sont complètement isolés, mais ultra violents et qui vont encore une fois donner un sens. Donc ça donne une complication particulière, ce qu'est le terrorisme aujourd'hui et comment ces individus peuvent basculer très rapidement dans une forme de terrorisme ultra-violent. Une dernière question quand même, Idriss Saïd Youssef, en rappelant que vous êtes docteur en droit public et spécialiste de toutes ces questions de sécurité. Je me souviens d'un président de la République, Emmanuel Macron, qui avait appelé, à la suite de certains attentats, à une forme de société de la vigilance. C'est ça la solution ?
Alors, c'est pour moi l'une des grandes solutions, parce que je pense qu'on ne peut pas mettre tout sur les épaules de la puissance publique, du parquet national antiterroriste et des services de renseignement et de sécurité. Je pense que la première des notions, et un certain nombre d'attentats ont été déjoués. Pourquoi ? Parce qu'on avait des voisins plutôt vigilants sur la radicalisation express, etc., qui permettaient de remonter de l'information, du renseignement. Je rappelle que c'est le renseignement qui permet d'appréhender, qui permet de déjouer des attentats, évidemment, avant leur commission. Donc ça nécessite évidemment une société de la résilience, une société de la vigilance. Et je pense que c'est la première barrière. Sans quoi, évidemment, tous les services de renseignement ont dit que le risque zéro n'existe pas, mais c'est vrai qu'on peut avoir la commission d'attentat. Donc je suis complètement d'accord sur le fait que c'est à la société de se prémunir d'abord et d'être extrêmement vigilante. Absolument. Aussi, en plus de tous les services qui font un travail absolument hors norme et formidable. Merci beaucoup, Driss Saïd Youssef, d'avoir été avec nous, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité, pour revenir et pour essayer de comprendre surtout ce rapport d'Europol, l'agence européenne de coopération policière, qui a dressé et qui a non seulement dressé l'état du terrorisme, mais qui surtout souhaitait nous alerter sur le nouveau visage du terrorisme en Europe. Vous l'avez entendu, plus jeune, beaucoup plus low cost, avec une radicalisation qui peut se faire en 2 temps 3 mouvements. Et c'était important qu'on y revienne ce matin. Il est 10h16 sur Sud Radio. Et dans un instant, notre autre fait du jour, c'est un rassemblement qui va avoir lieu aujourd'hui à Aix-en-Provence. Un rassemblement d'entrepreneurs, de salariés, d'indépendants, d'élus, de citoyens, bref, et qui s'appelle ce rassemblement « Laissez-nous faire ». Un appel au bon sens, un appel à la débureaucratisation, un appel à la liberté, au travail et à l'innovation. Dans un instant, nous serons avec Lionel Roch, le président directeur général du groupe franco-européen et organisateur justement du rassemblement « Laissez-nous faire ». À tout de suite sur Sud Radio. De l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Suite de votre émission L'effet du jour jusqu'à 10h30, alors qu'il est 10h19. On va s'intéresser aujourd'hui à un rassemblement qui fait beaucoup parler, et un rassemblement qui se déroule à Aix-en-Provence avec Lionel Roch. Le but est très simple et vous allez le comprendre avec le titre qui porte tout son sens. Le titre, il est simple, c'est « Laissez-nous faire ». Bonjour Lionel Roch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président directeur général du groupe franco-européen et vous êtes organisateur donc de ce rassemblement, Laissez-nous faire. Ça se passe à Aix-en-Provence. Vous rassemblez tout le monde, entrepreneurs, salariés, indépendants, élus et citoyens, le tout pendant 3 jours pour échanger autour à la fois de l'économie et de l'aspect entrepreneurial. C'est quoi l'idée de ces 3 jours ? L'idée de ces 3 jours, c'est que rien ne pourra se faire si on n'arrive pas à réunir la vérité du terrain et la force des idées. C'est-à-dire que vous avez normalement des idées d'intello, d'économistes, et on en a besoin de ces idées, sauf qu'on oublie la réalité du terrain. Et on arrive aujourd'hui à un moment où la campagne à venir, il y a évidemment pas la réalité du terrain, parce que ça les politiques l'ont jamais, mais ils ont même plus les idées. Et donc on dit pendant 3 jours, on va mettre la France qui bosse et qui entreprend avec la France justement des économistes, des intellectuels, des professeurs, et tout ça va phosphorer, brainstormer pour sortir des propositions, des solutions. Et tout le combat, c'était d'avoir la France dans sa diversité. Et en fait, si vous y réfléchissez, il y a très peu d'occasions où la France du terrain se retrouve avec la France des idées. C'est très séparé en général. Et donc, laissez-nous faire, qui était la suite logique et qui est la suite logique de mon livre Laissez-nous bosser. Il fallait passer à l'action parce qu'aujourd'hui il y a absolument besoin de fournir des idées. Nos candidats, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite, n'ont pas d'idée ou pas une seule idée réalisable et à la hauteur du problème. Donc maintenant, on a un devoir de citoyen de dire, mais attendez, on va proposer. Si vous n'avez pas les idées, on va aider. Mais Lionel Roch, alors on va revenir après sur le titre de votre événement Laissez-nous faire, mais j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression moi que d'entendre que ça, des solutions pour le monde économique. Alors peut-être qu'elles ne sont pas à la hauteur de la situation, mais des allègements de charges par-ci, des propositions pour taper un peu plus sur les entreprises, des propositions pour décaler l'âge de la retraite, des propositions pour enlever tel ou tel nouvel impôt ou telle charge. J'ai l'impression que ça fleurit tous les jours, ce type de proposition. Pourquoi vous dites que rien n'est à la hauteur ou rien n'est proposé ?
Parce que c'est du bricolage. C'est-à-dire que vous avez la droite qui, en fait, nos politiques ne travaillent plus que par communautarisme. C'est-à-dire ils travaillent des communautés. Donc la droite va prendre la communauté des retraités. La gauche PS va prendre les fonctionnaires qui sont pas LFistes. LFistes va associer 2 ou 3 communautés. Et le RN va faire voiture balai pour essayer de récupérer tout le reste. Mais vous n'avez pas une seule mesure qui est à la hauteur. Mais pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Donc on va essayer de faire plaisir à son électorat. Donc il y en a qui vont dire, il y a une grande mode en ce moment, c'est de dire on va taper sur les grandes entreprises et puis pour aider les PME. Mais je suis patron d'une PME, je sais que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire quand vous tapez sur les grandes entreprises vous le renvoient immédiatement. Tout ça est interconnecté. Donc vous pouvez pas bricoler des choses, expliquer qu'on va faire payer les riches. Et quand même le plus grand mensonge qui existe. La taxe Zuckman est une plaisanterie. Bernard Arnault ne fera pas un chèque de 3 milliards tranquillement chaque année. Bernard Arnault partira immédiatement en Italie. Donc ça va pas rapporter 20 milliards, ça en coûtera 10 milliards. Donc ce sera quoi ? Ce sera quoi, Lionel Roch, si jamais on passe là de quelques heures pendant les 3 jours où vous êtes avec tout ce beau parterre à réfléchir, ce serait quoi, vous, les quelques grandes idées qui selon vous sont importantes à marteler ? C'est quoi ? Arrêter de bricoler. Il faut arrêter de faire payer les plus riches et les grosses entreprises parce que c'est elles qui derrière font du chiffre et permettent justement à des TPE, PME de garder. C'est quoi les 3 grands messages ? Je vais surtout pas vous donner des solutions qui vont pas sortir au bout de 3 jours. C'est d'initier une démarche, c'est-à-dire de dire rien ne se fera sans écouter le terrain et sans aller chercher véritablement des idées. Donc on va initier. Il y a par exemple quelque chose d'intéressant, tous les débats sur lesquels tout le monde peut participer pendant le débat, poser des questions, l'entrepreneur, l'artisan peut aller poser une question à Pierre Gattaz et dire mais moi pourquoi ? Tout ça est enregistré si vous voulez et l'intelligence l'IA va aller reconnecter pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut connecter de Dominique Régnier à l'agriculteur. Donc ça, c'est un début, si vous voulez, pour dire, attendez, il y a peut-être un chemin. Et ce chemin-là, si vous voulez, il a déjà comme base de dire le terrain doit être au cœur des décisions. Sinon, vous pouvez réformer, si vous voulez, la vente des médicaments, les machins. Si vous n'allez pas voir les pharmaciens à un moment ou à un autre, vous en sortirez pas. Donc c'est pour ça que vous avez appelé ce rendez-vous des 3 jours. Laissez-nous faire. Il y a aussi peut-être une volonté aux politiques de dire, écoutez, en fait, c'est nous qui avons les solutions. Il suffit juste un peu de nous libérer, de libérer notre manière de travailler, et on pourra souffler, on pourra créer. Donc on pourra ensuite peut-être un peu plus embaucher, un peu plus faire de richesse. C'est ça l'idée ? Bien sûr, mais de dire on l'a pas tout seul la solution, faut être modeste. J'entends des entrepreneurs qui disent bon maintenant c'est un tel bazar que laissez-nous faire tout seul. C'est pas vrai. On a besoin du terrain. Comme il y a besoin d'intellectuels, de professeurs, comme il y aura besoin d'ailleurs de politiques pour défendre une bonne politique. Si vous voulez, si chacun se dit dans son coin, non, mais moi je vais y arriver, c'est pas vrai. Donc c'est très symbolique de mettre ensemble, si vous voulez, Gattaz, Véran, j'ai un super casting, Calmel, Sanko, et puis des intellectuels qui en fait se voient pas et au même niveau. Et si je peux faire passer un message sur Sud Radio, demain il y a une très belle journée qui est la journée phare. S'il y a des commerçants, s'il y a des artisans qui sont dans le coin, s'il y a des gens qui sont en vacances en ce moment-là, qui viennent, laissez-nous.fr et qui viennent pour cette journée-là, parce que il y a besoin de la France qui bosse et qui entreprend. Je veux pas avoir que la France d'en haut. Le changement, il se fera par la France du milieu. Lionel Roch, est-ce que vous n'avez pas la sensation, on a souvent ce débat sur cette antenne sur Sud Radio avec les différentes polémiques au cours parfois, certes, de telle et telle personnalité dite des grandes entreprises, mais vous avez aussi la sensation parfois chez les auditeurs d'un ras-le-bol fiscal qui semble être de plus en plus important, et ça n'est pas à négliger. Concrètement, vous, au milieu de tout ça, c'est quoi, on va dire, comment on essaye de relier les deux qui se parlent? Comment vous expliquez qu'en France, on ait visiblement du mal à saisir toutes ces problématiques-là? D'abord parce qu'on se parle plus et vous regardez parce que on revient au point de départ, c'est-à-dire le communautarisme de chaque parti, c'est pas que LFI et le RN. Non, mais on a même l'impression que les Français en général, Lionel Roch, dès qu'on parle de l'entreprise, dès qu'on parle d'efforts, dès qu'on parle de réussite, il y a tout de suite une certaine grille de lecture remplie parfois de préjugés qui se met en place, non ?
Oui, alors je pense que les Français sont bien mieux que ce que les politiques en pensent. Je vais vous donner un exemple. On fait avec le sac des entrepreneurs engagés de Novelli, on fait des études d'opinion sur lesquelles, mais sérieuses, et on s'aperçoit que les Français sont plutôt pour la retraite par capitalisation. Les Français ont beaucoup plus confiance dans l'entreprise que dans l'État, ce qui est grave d'ailleurs. Donc, ça veut dire que les Français sont beaucoup plus en avance sur les politiques, sur ce type de sujet. Et bien sûr, le courage, c'est parce que les politiques se trompent sur la lecture qu'ils ont d'une grosse partie de la France. Vous avez déjà un tiers de ce pays qui est légitimiste, qui bosse dur, qui entreprend dur. C'est ça ce qu'il faut aller chercher. Alors ils vont vous dire que un tiers, ça fait pas une majorité, sauf que ça peut faire une présence au premier tour. Ouais, donc ça sûr. se réfléchit là-dessus. Et après, de toute façon, le chemin, les impôts, il faut bien voir qu'on est au maximum à tous les niveaux. C'est-à-dire que il faut arrêter. On peut plus faire plus. Mais alors, quand ils vous disent on ira le chercher sur les riches, c'est pas vrai parce que sur les riches, aujourd'hui avec l'Europe, vous vous installez où vous voulez, quand vous voulez. Donc, si vous voulez, immédiatement vous pouvez sortir. Donc allez, je sais pas, le débat moral de la taxe Zuckman, si vous voulez, il y a un moment où il va falloir aller sur l'efficacité. Vous mettez la taxe Zuckman, elle vous coûte 10 milliards et des dizaines de milliers d'emplois. C'est un fait. Voilà. Donc perdons pas de temps. D'utiliser en plus un mot qui, je pense, la traverse tous les partis et surtout la plupart des citoyens, c'est le mot efficacité qu'il faut absolument réussir à remettre au centre du débat. Merci beaucoup Lionel Roch d'avoir été avec nous ce matin, donc président directeur général du groupe Franco-Européenne. Et vous êtes l'organisateur de ce rassemblement. Laissez-nous faire, c'est à Aix-en-Provence. Ce sera, c'est aujourd'hui à partir de 14h et ça va s'étendre jusqu'à mercredi, jusqu'à 13h. Et donc, je le répète, Aix-en-Provence, au programme, vous l'avez entendu, des conférences, des échanges, des débats sur énormément de thématiques. Vous êtes commerçant, vous êtes même invité à venir pour pouvoir interagir avec ministres, anciens ministres, syndicats. C'est visiblement un lieu important. Laissez-nous faire. Je crois que le site a été donné tout à l'heure. Laissez-nous.fr. Il est 10h29 et dans un instant, les débats qui rentrent, et les débats bien sûr qui vont commencer avec les débatteurs